Nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. Aujourd'hui, le sujet traite des aînés en copropriété. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde parce que les aînés en copropriété sont de plus en plus nombreux, notamment ceux qui sont en perte d'autonomie. Alors, évidemment, tous les êtres humains ont des droits égaux, en tout cas au Québec, dans nos sociétés occidentales. Les droits de la personne sont primordiaux et les aînés ont les mêmes droits, même ceux qui sont en perte d'autonomie ont les mêmes droits que les personnes d'un groupe d'âge plus jeune, évidemment. Alors, les aînés qui vivent en copropriété sont de plus en plus nombreux. Or, lorsqu'ils sont en perte d'autonomie, par exemple en raison d'une maladie dégénérative comme l'Alzheimer ou la démence, ou par le fait d'un handicap physique quelconque, il y a un danger pour eux-mêmes, mais aussi pour une collectivité de copropriétaires. Cela dit, évidemment, comment des administrateurs de copropriété doivent-ils composer avec cette réalité et des copropriétaires également? Selon notre compréhension des choses, et Maître Maxime Laflamme-Leblond, avocat au cabinet LJT, saurait répondre. Bonsoir, Maître Laflamme. Bonsoir, M. Sellier. Ainsi que Rebecca Falla, gestionnaire de copropriété chez Gestion Condo VIP, qui va nous exposer des situations vécues sur le terrain. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir, M. Sellier. Alors, donc, selon notre compréhension des choses, là, la situation des aînés dans une copropriété, comment les administrateurs doivent-ils composer avec cette réalité? Il subsiste plusieurs zones grises en matière de gestion des aînés sur le plan juridique, et Maître Laflamme pourra nous le préciser plus en détail. Alors, quoi qu'il en soit, ils ont droit au respect, car même si leur état de santé est lourdement hypothéqué, ils ont les mêmes droits que les autres copropriétaires bien portants. Alors, dans un texte de doctrine, le vieillissement et la perte d'autonomie en copropriété divise droits, enjeux et pistes de solutions. Maître Maxime Laflamme-Leblond et son collègue avocat Carl Michel sont formels. Les personnes du troisième âge ont des droits à l'égalité, eux aussi. Mais voilà, où tracer la ligne entre le respect d'autrui et la sauvegarde des droits afférents à un immeuble, en l'occurrence une copropriété? Maître Laflamme-Leblond et Michel ont exploré cette avenue dans leur texte de doctrine. Bien évidemment, les réponses à ces questions ne sont pas toujours évidentes à formuler, si bien qu'un syndicat de copropriétaires n'a ni balise ni mode d'emploi clair pour savoir comment intervenir à l'égard de ces aînés. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des solutions pratico-pratiques qui peuvent quand même être déployées. Maître Laflamme-Leblond et Rebecca Falla nous le diront pendant cette heure de web radio que nous vous présentons sur les aînés en copropriété, plus particulièrement ceux qui sont en perte d'autonomie. À certains égards, tout syndicat de copropriétaires a des obligations incontournables en matière d'accommodement raisonnable. Ça aussi, c'est un sujet qu'on va aborder parce qu'il y a une corrélation entre le droit à l'égalité et les accommodements raisonnables, mais ça ne touche pas que les aînés. Les accommodements raisonnables touchent également des personnes de tous âges. Et je pense que nous allons déborder légèrement du cadre des aînés pour aborder la question des accommodements raisonnables parce que c'est un dossier également important. Un syndicat doit consentir des accommodements raisonnables. Évidemment, Maître Laflamme-Leblond nous expliquera qu'en cas de contraintes excessives, ce n'est pas nécessairement évident d'accommoder, mais dans la mesure du possible, il faut le faire. Autrement, ça pourrait coûter cher à un syndicat de copropriétaires advenant une plainte pour discrimination fondée sur, que sais-je, le handicap, l'âge et d'autres raisons. Donc, la première question, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à nos auditeurs qu'ils peuvent consulter le site web de condolégal.com parce que sur ce site web, on peut notamment y trouver une fiche pratique qui traite du crédit d'impôt pour personnes âgées. Alors ça, c'est dans la section de vos droits. Vous cliquez sur fiche pratique et vous tombez sur ce texte qui explique que le crédit d'impôt pour personnes âgées, notamment en copropriété, c'est quand même un moyen de réduire le nombre d'aînés qui doivent aller en CHSLD parce que, évidemment, les aînés ne sont pas tous en perte d'autonomie totale. Les aînés peuvent être en légère perte d'autonomie, mais être capables quand même de s'assumer. Alors, ça, c'est un élément intéressant.
Et j'en profite également pour dire à nos auditeurs que sur la page d'accueil, vous pouvez aller consulter une vidéo que j'ai conçue et réalisée sur les 50 ans de la copropriété québécoise. En cliquant sur la bannière ici, vous allez vous rendre directement sur la vidéo. Je crois que c'est une vidéo qui en vaut la peine. Alors, je vous souhaite un bon visionnement là-dessus. Et j'attire également votre attention sur le fait que toutes nos web radios sont mises en rediffusion sur condolégal.com. Alors, vous avez celle de la semaine dernière, du 14 octobre, qui parlait des assemblées de copropriétaires virtuelles. Alors, une émission qui a fait mouche. Nous sommes déjà rendus à 599 clics. Elle a été mise en ligne il y a quelques jours seulement. Donc, vous pouvez aller consulter ces web radios en rediffusion. Et je rappelle à nos auditeurs également qu'ils peuvent poser des questions à nos invités, qui se font un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible, bien évidemment. Alors, je retourne donc à nos invités. Maître Laflamme, tout d'abord, pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, est-ce qu'on peut dire que la question des aînés en copropriété sur le plan juridique demeure à peu près sans réponse ou est très complexe? Est-ce que c'est votre avis, Maître Laflamme? C'est et ce n'est pas à la fois mon avis pour les raisons suivantes. La question du droit à l'égalité des aînés, auquel on pourra revenir un peu plus tard, je pense, est une question qui ne fait pas controverse et qui est bien établie en droit, ne serait-ce que parce que le mécanisme prévu à la Charte pour garantir le droit à l'égalité de tous et chacun ne fait plus vraiment n'est plus l'objet de litige ou de conflit. Là, il y a une jurisprudence assez abondante à ce sujet. Là où on rencontre une difficulté, c'est que le fonctionnement collectif, communautaire d'une copropriété est parfois aux antipodes des lois telles que la Charte des droits et libertés qui ont une vocation beaucoup plus restreinte, beaucoup plus personnelle. Et là où on rencontre certaines difficultés, c'est lorsque le syndicat de copropriété, qui doit défendre les droits de la collectivité, se retrouve à avoir des intérêts qui ne sont pas en phase avec ceux d'une personne, d'un membre de cette collectivité des copropriétaires qui, pour des raisons qui sont intrinsèques, aurait besoin ou réclame de se voir épargner ou de se voir accommoder, ce qui placerait ou qui contraindrait le syndicat soit à lui accorder un passe-droit, soit à lui accorder une exemption particulière. Et même dans certains cas, et c'est là que le conflit est particulièrement notable et ressenti, que parfois les accommodements requis à cause de la condition spécifique à une personne peuvent aller contrairement à l'encontre des actes qui régissent le syndicat de copropriété, notamment la déclaration de copropriété. Je pourrais y revenir un peu plus tard, mais il y a des situations où les déclarations de copropriété, par leur rédaction générale, peuvent contrevenir au droit à l'égalité de certaines personnes, notamment en raison de leur âge ou de leur handicap. Et là, on doit un peu résoudre la quadrature du cercle en ce que le syndicat, pour éviter de porter atteinte aux droits de l'un, doit contrevenir à son propre document fondamental, ce qu'il ne peut pas faire. Donc, on a ici une drôle de dynamique et c'est un peu ça le problème, c'est qu'on a deux systèmes juridiques qui, en soi, sont entièrement complets et autonomes, mais qui ne s'imbriquent pas nécessairement très bien l'un dans l'autre. Oui, alors en fait, il y a un point de jonction, une zone grise, à savoir comment tracer la ligne entre les droits individuels et les droits collectifs, c'est-à-dire il faut que tout le monde y trouve son compte, autant les aînés que les copropriétaires d'un autre groupe d'âge, toujours dans le respect des aînés, évidemment, c'est primordial, c'est fondamental. Alors, comment on fait, Maître Laflamme, pour départager tout ça? On essaie très sérieusement et on espère pour le mieux. Blague à part, c'est pas nécessairement facile parce que la notion d'une collectivité de copropriétaires s'oppose à la notion de considérer chaque copropriétaire de manière individuelle. Mais c'est justement ça qu'il faut faire parce que, puis je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est ce qui est souhaitable de faire, mais ce qu'il faut faire parce que c'est ainsi que la loi et la jurisprudence est faite. On peut avoir plus d'opinions qu'on veut sur la question des accommodements raisonnables. On sait que ça a fait couler beaucoup d'encre, surtout avant les années 2010, avec la question des accommodements religieux. Mais que ce soit pour un accommodement religieux ou pour un accommodement en matière de handicap, en matière d'âge, l'idée, c'est que le droit à l'égalité d'une personne s'exerce en fonction des facteurs qui lui sont propres. Donc, quand une personne se réclame soit de son droit à l'accommodement raisonnable ou soit se prétend discriminé par une norme, il ne faut pas regarder à savoir si la norme en tant que telle, à sa face même, est discriminatoire. Il faut regarder quels sont ses effets sur la personne. Et c'est là qu'on rentre dans un paradigme qui est tout à fait différent. Là où la collectivité des copropriétaires adopte des règlements et des règles, se dote d'un cadre collectif qui s'applique à tous sans exception,
les droits individuels de la personne impliquent qu'on doit regarder les effets de ces règles collectives sur une personne donnée. Et c'est là qu'on rentre, comme je dis, dans un paradigme qui est un peu différent et qu'on n'a pas le choix de respecter, étant donné que le droit à l'égalité, ça implique non seulement le droit d'être traité comme tout le monde, mais aussi parfois le droit de ne pas être traité comme tout le monde, pouvoir profiter comme tout le monde des mêmes droits et des mêmes opportunités. Donc, c'est surtout ça, je pense, le défi pour les syndicats de copropriété qui font affaire, qui font face à des situations comme la perte d'autonomie en copropriété, les handicaps, etc. C'est qu'on doit regarder la situation sous une loupe qui est tout à fait différente, qui, au lieu d'être une loupe macro, est définitivement une loupe micro. Et parfois, ça peut donner lieu à certains ressentiments ou certaines frictions quand certaines personnes, peut-être ne comprenant pas le mécanisme ou la nature des droits qu'ils ont eux-mêmes, mais qu'ils n'ont pas à exercer parce qu'ils ne souffrent pas d'une situation qui l'exige. Il y a des personnes qui trouvent que les personnes qui, eux, ont une situation qui exige des dispenses ou des accommodements, souvent, il y a une impression, une mécompréhension que ces personnes-là souhaitent obtenir des passe-droits ou abuser du système ou ainsi de suite, alors que ce n'est pas ça. Fondamentalement, c'est de s'assurer que la personne est en mesure de s'acquitter non seulement de ses obligations, mais également de bénéficier des mêmes droits que les autres, même si elle peut être gênée dans cet exercice-là par des facteurs qui lui sont propres. On parlait tout à l'heure, en fait, vous parliez tout à l'heure dans l'introduction de la question d'handicap, et j'en ai dit un mot aussi. Oui. Le texte qu'on a rédigé et la présentation et l'objet de la conférence ce soir, ce n'est pas uniquement sur la question de handicap, mais on ne peut pas faire autrement que d'en parler. La raison étant assez naturelle et biologique, je vous dirais. C'est-à-dire que la Charte prévoit et garantit que toute personne a le droit d'exercer ses droits civils sans contrainte ou discrimination fondée sur une série de motifs, dont l'âge et le handicap. Le problème avec l'âge, c'est que c'est un facteur qui, en termes de copropriété, à moins d'avoir des clauses qui sont expressément discriminatoires à leur face même, puis je fabule, mais imaginons une clause qui dirait que la piscine n'est pas accessible pour les aînés, ce serait discriminatoire, mais je n'ai jamais vu ça et je ne pense pas que ça existe d'ailleurs. Par contre, ce qui est une réalité, comme vous disiez, du vieillissement en copropriété, c'est que qui vieillit, souvent, il y en a qui vieillissent bien, je me le souhaite et je le souhaite à tous, mais il y en a qui malheureusement, pour qui l'âge est un peu moins clément. Et on se retrouve souvent avec des gens qui, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, se retrouvent à perdre un certain degré d'autonomie, un certain degré de capacité. Et la situation qu'on a, c'est que ces personnes-là, aussi réduites que puisse être leur autonomie, ils bénéficient quand même des mêmes droits que les autres copropriétaires et que les mêmes droits dont ils étaient titulaires lorsqu'ils avaient leur pleine capacité. Et c'est là qu'on doit venir assouplir les règles parce qu'une personne qui a peut-être perdu son aptitude ou perdu sa capacité, par exemple capacité motrice fine ou ainsi de suite, peut avoir une certaine difficulté à s'acquitter d'une part de ses obligations auprès du syndicat et de la collectivité, mais également peut être gêné ou être encombré dans l'exercice de son droit à la jouissance paisible, par exemple des parties communes ou de sa partie privative. Et c'est là, justement, comme je dis, qu'il faut changer la loupe macro, qui pourrait sembler suggérer que non, c'est une règle qui s'applique à tous, pour une loupe micro, on doit regarder, est-ce que la règle qui s'applique à tous a les mêmes effets envers tous? Et si elle n'a pas les mêmes effets envers tous, pourquoi n'a-t-elle pas les mêmes effets? Et s'il y a une réponse à cette question du pourquoi n'a-t-elle pas les mêmes effets, c'est un des motifs de discrimination qui est interdit par la Charte. C'est là qu'il faut faire une introspection sérieuse et vérifier comment et dans quelle mesure il serait possible d'accommoder cette évidemment sous réserve, comme on dit tout à l'heure, de l'accommodement raisonnable. C'est un portrait très global et très général de la chose, mais c'est un peu ça les enjeux avec lesquels on jongle quand on parle de vieillissement en copropriété sur le plan juridique. Ouais. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est la 26e web radio. Ce soir, on parle des aînés en copropriété, par extension des accommodements raisonnables, parce que c'est en corrélation avec les aînés qui ont le droit à l'égalité. Alors, les accommodements raisonnables touchent directement le droit à l'égalité. Juste avant d'aller à Rebecca, j'aimerais, Maître Laflamme, qu'on revienne sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que des personnes qui sont malheureusement, qui vieillissent mal et qui sont aux prises avec des problèmes de santé, que ce soit cognitif ou que ce soit physique. Lorsque, par exemple, des personnes du troisième âge, des aînés sont interpellées en copropriété et qu'elles ne veulent pas recevoir d'aide et que là, ces personnes-là font, par exemple, une personne qui souffre de démence, malheureusement, et qu'elle se retrouve en situation de déni et qu'elle ne veut pas obtenir d'aide, et que là, ça devient compliqué.
quelle est l'approche à préconiser pour tempérer les choses ou pour récupérer une situation qui pourrait être périlleuse? Parce qu'on sait que, par exemple, un aîné qui souffre de la maladie d'Alzheimer avancée et qui vit dans un condo sans famille, sans proches connus, sans aide de quiconque, peut par exemple oublier un rond de poêle et ça pourrait avoir une incidence sérieuse sur l'intégrité d'un bâtiment, à savoir un incendie par exemple. Comment on peut jongler avec ça? Parce que là, ça devient très délicat, n'est-ce pas, Maître Laflamme? Non seulement ça devient très délicat, mais ça sort un peu du domaine juridique pour entrer dans le domaine de l'humain. La raison étant relativement simple. Euh, Toute personne a le droit à l'exercice de son droit de propriété et ce n'est pas parce qu'une personne, par exemple, atteinte de démence ou d'Alzheimer, peut poser un risque pour la bâtisse que le syndicat a véritablement un droit de... Je me suis déjà fait poser la question et ça va sembler un peu absurde d'y à voix haute, mais on ne peut pas évincer personne de force. Ouais. Si ça lui appartient, il a le droit d'y rester. S'il est locataire, il a le droit au maintien dans les lieux. Il faut composer avec et surtout pouvoir encadrer ces personnes-là et de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que lui, cette personne, puisse exercer son droit à la propriété en toute liberté et sans discrimination. En même temps que le syndicat s'assure que les objectifs dont on s'est investi, qui sont sa mission en vertu de la loi, sont rencontrés. Par exemple, dans le cas du rond de poêle, c'est de mettre en place des mesures qui, je l'avouerai, en ce moment, pour les fins d'institution, sont tout à fait hypothétiques. Je n'y ai pas réfléchi plus qu'il fallait, mais des mesures pour s'assurer qu'il ne survienne pas de sinistre ou de problème. Parce que vous avez mentionné l'isolement. Ultimement, je pense que c'est vraiment la conclusion à laquelle moi et mon collègue Maître Pichel, on est arrivés. Vieillir en copropriété, ce n'est pas un problème en soi. C'est vieillir seul. Ouais. Parce que quelqu'un qui est supporté par sa famille ou par des amis, rarement source de problème parce qu'au besoin, il existe des intervenants externes, des intervenants de confiance qui peuvent intervenir. Le problème, et c'est qu'on rencontre en situation d'isolement, et je ne me prétendrai pas avoir des données empiriques sur la question, là, je me fonde purement sur mon expérience personnelle, c'est que l'isolement favorise l'isolement. Et quelqu'un qui est coupé de sa famille, coupé de ses amis ou qui vit relativement seul ou sans contact avec le monde extérieur, semble, de mon expérience, avoir une tendance à ne pas essayer d'en avoir et un peu se retrancher, se réfugier dans ses retranchements, et un peu tout seul dans son appartement. Et c'est là qu'il y a un risque, non seulement pour la personne, mais également pour l'immeuble, parce que si la personne vit complètement seule, elle peut être en mesure de prendre soin d'elle complètement seule pendant un certain temps, mais si jamais elle franchit la frontière entre la capacité et l'incapacité, il n'y a personne pour s'en rendre compte. Ouais. Et c'est là qu'il faut y aller avec une certaine prudence parce que, Ouais. en tant que tel, dans l'absolu, le syndicat, si on regarde vraiment juste les lettres de la loi, si par exemple une personne avec l'Alzheimer ou la démence cause des sinistres à répétition, dans un des immeubles qui sont nos clients, on a vu ça, quelqu'un qui, malheureusement, n'ayant plus toute sa tête, étant donné son âge et sa maladie, oubliait à répétition son bain et donc causait des dégâts d'eau qui causaient des dizaines de milliers de dollars plusieurs fois par année pendant plusieurs années. En principe, sur papier, qu'est-ce que le syndicat pourrait faire? Il pourrait demander de prendre une injonction contre le copropriétaire sur la base de l'article 1080. L'article 1080 dit que si le copropriétaire ne se conforme pas à l'injonction, on peut faire vendre son condo sous vente sous concours de justice. Ouais. Si c'était une question, par exemple, d'un copropriétaire fêtard ou qui commet des actes criminels ou peu importe, c'est une chose, mais je me verrais très mal en tant qu'avocat aller instituer des procédures comme ça et expliquer au juge que la personne qui est vulnérable, ma solution à son problème, c'est de frapper dessus. Ouais, je comprends. Sur papier, le recours est là, mais d'un point de vue humain, c'est tout à fait impensable. Et c'est là que les solutions au niveau juridique sont très rares et très, très éparses. Mm. Et c'est vraiment, je pense, la clé de la solution, c'est un contact humain. Ouais. Rebecca Falla, justement, on tombe dans la dimension humaine parce qu'évidemment, la question des aînés, ça doit être traité avec une approche humaine d'abord et avant tout, c'est clair. Rebecca, vous gérez plusieurs copropriétés chez Gestion de Condo VIP. Est-ce que vous pourriez nous faire le ratio, par exemple, dans certains immeubles, vous me disiez tout à l'heure que le ratio d'aînés versus copropriétaire ou occupant qui se classe dans une autre catégorie d'âge peut atteindre 70-30, c'est-à-dire 70% d'aînés versus 30% d'occupants ou copropriétaires d'une autre catégorie d'âge. Est-ce que j'ai bien compris? Effectivement. Donc, dans certaines bâtisses que nous gérons,
Il va y avoir des personnes qui vont être, il va y avoir un gros pourcentage d'aînés et parfois, donc ça va être une clientèle un peu mixte qu'on appellerait. Et dépendamment, là, au niveau de lorsque les gens vont arriver à un certain âge, qui ne pourront plus prendre soin de leur condo, on va voir une rotation de clientèle. Donc, les aînés vont quitter et on va avoir une clientèle un petit peu plus jeune, donc la petite famille qui va venir s'installer. Mais effectivement, surtout dans certains secteurs que moi je vais gérer, on va remarquer une clientèle qui va être un petit peu plus âgée. En tant que gestionnaire de copropriété, Rebecca, est-ce que vous appliquez ou vous préconisez des mesures à l'égard des aînés créatrices? C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire appel à la créativité et s'adapter à la situation. Ce n'est pas genre un mode d'emploi, telle situation, on fait ceci, on fait cela. Je pense qu'il faut l'adapter à une réalité. Et vous me parliez tout à l'heure de choses que vous faites, par exemple, avec des aînés qu'il faut aider parce qu'ils sont rendus à cette étape-là. Oui, effectivement. Donc, il peut y avoir, il y a des bracelets d'appel qui existent. Donc, c'est des bracelets que les gens peuvent porter. Il va y avoir des boutons. Et si jamais, exemple, ils tombent, la montre, le bracelet peut détecter qu'ils ont tombé. Donc, c'est sûr que des fois, ils ne voudront pas le porter, mais c'est de faire comprendre à la famille de la personne que tranquillement, c'est une situation qui n'est pas, c'est pas évident à expliquer. Il faut y aller tout en douceur. C'est la personne aussi qui va commencer une maladie dégénérative ou la démence, de lui expliquer à quoi ça va servir. Ce bracelet-là, ça va être aussi très, très important. Aussi, que dans certaines copropriétés, on a pu remarquer des gens, effectivement, comme vous l'avez mentionné, Maître Laflamme, des gens qui sont seuls dans leur résidence. Bien, certains membres de conseil d'administration vont aller faire des inspections périodiques aussi de l'unité, juste s'assurer que tout va bien. Des fois, les gens peuvent être seuls, surtout dans la situation que nous vivons actuellement. Là, la solitude peut faire partie de la vie, de la semaine même de certaines personnes. Donc, instaurer certaines inspections périodiques fréquentes dans certaines unités peut être une option aussi, là. Ouais. Rebecca, une question d'une auditrice. Peut-être avez-vous déjà vécu la situation, vous saurez me le dire. En cas de légère démence, que ce soit des oublis de payer des frais de condo ou l'incapacité de faire l'entretien de son logis, est-ce qu'on peut contacter la famille? Est-ce que vous avez déjà été appelé à gérer une situation de ce genre pendant laquelle vous avez appelé la famille pour résoudre la problématique? Oui, dans un des cas, comme je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, avant notre conférence, en fait, nous, ça nous est déjà arrivé. J'avais deux copropriétaires qui sont rentrés dans un ascenseur et un des copropriétaires, dit, je m'en vais au troisième. L'autre, Oh, là, il y a eu une image qui a figé. On va retrouver Rebecca dans Dans quelques quelques instants. secondes. Si je peux me permettre de prendre la balle au... Ah, je pense qu'il est de retour. Rebecca, vous avez été coupé, vous j'ai avez été figé, mais vous êtes de coupée. retour. Donc, OK. allez-y, terminez ce que vous disiez. OK, parfait. Donc, à ce moment-là, on a déjà eu une situation où est-ce que deux personnes sont rentrées en même temps dans l'ascenseur. Une personne qui dit, moi, je m'en vais au cinquième, appuie sur le 5 et on demande à l'autre personne quel étage est-ce que vous allez. Bon, l'autre personne n'est pas capable de répondre, ne semble pas s'en souvenir. Donc, c'est une situation qu'on a été informé en tant que compagnie de gestion et tranquillement, on a fait l'introduction à la famille pour tout en douceur et non à la copropriété au complet pour aller de l'avant, mais tout en douceur pour vraiment voir premièrement, est-ce que les gens, la famille est au courant? Parce que souvent même la personne qui va avoir la démence va être dans le déni, hein, parce qu'ils ont souvent, ils ont des périodes. Donc, il faut y aller vraiment tout en douceur, mais contacter la famille, je pense que c'est une bonne chose à faire là, pour commencer. Est-ce que vous en voyez beaucoup d'aînés, Rebecca, qui sont seuls, qui n'ont aucune ressource, aucun lien filial, aucun lien externe autre que filial, que la famille, que des amis, des aînés? Là, on parle, par exemple, des aînés de 88, 90 ans, 92 ans. Est-ce qu'il y en a des comme ça? Et dans certaines bâtisses que moi je vais gérer, souvent on va en avoir quelques-uns. Et ces gens-là aussi, qu'est-ce qui est, en plus d'être seuls, c'est des gens qui n'ont pas vraiment accès à l'Internet, qui sont très, très vraiment limités au niveau des communications. Donc, ça va être plus difficile pour eux, même nous, envers eux, de communiquer. Donc, c'est sûr et certain que oui, lorsque les gens, des fois, prennent de l'âge, on va retrouver certaines choses qui vont devenir un petit peu plus différentes, là. Une autre question d'une auditrice. Pour prévenir les dégâts d'eau, on sait qu'en copropriété, il est fortement recommandé de nos jours de faire installer un système de détection
de dégâts d'eau dans toutes les unités. Les assureurs adorent ça. Si vous voulez vous faire des amis parmi les compagnies d'assurance, messieurs, dames, les propriétaires ou les syndicats ou les administrateurs qui nous écoutent, faites ceci et vous allez augmenter votre cote d'amour auprès des assureurs. Cela dit, est-ce qu'on pourrait, et Maître Laflamme, je vous relais la question par la suite. Rebecca, est-ce que vous avez déjà fait installer des systèmes de détection de dégâts d'eau dans des unités où se trouvaient des aînés en perte d'autonomie, qu'elles soient légères ou plus avancées? Moi, dans mes bâtiments, j'en ai déjà fait installer. C'est très, très, très pratique parce que souvent, au niveau des éviers, des bains, où est-ce qu'il y a de la plomberie comme ça peut être vraiment très pratique. Donc, la valve principale va être coupée et à ce moment-là, on peut éviter là, des gros dommages, surtout lorsqu'on arrive dans des copropriétés à plusieurs étages, dont on part du 8e et les dégâts vont se répandre jusqu'au rez-de-chaussée. Là, effectivement, comme vous dites, M. Cellier, c'est très, très apprécié des assurances et souvent même nos primes d'assurance vont baisser parce que les copropriétés vont avoir fait installer ce type de système. Maître Laflamme, côté légal, est-ce qu'on peut obliger que ce soit un aîné ou une personne d'un autre groupe d'âge? Je présume qu'on ne peut pas, à moins qu'on le mette dans le règlement de l'immeuble ou qu'on crée un règlement. Est-ce que ce ne serait pas indélicat de dire à un aîné, on vous oblige à installer un système anti-dégâts d'eau C'est chez sûr un que aîné qui ne le voudrait pas, par c'est exemple? toujours un peu délicat. C'est délicat même avec les copropriétaires qui ne sont pas des aînés d'ailleurs. Là, c'est un sujet de bisbille fréquent. Mais je vous dirais que dans une situation où on envisagerait, par exemple, l'installation d'un système de prévention, de détection des fuites d'eau spécifiquement pour une unité, la façon de dorer la pilule, c'est évidemment que le syndicat le paye. Oui, effectivement. Parce que là où ça accroche, c'est quand un syndicat veut forcer quelqu'un à installer quelque chose à ses frais. Généralement, c'est une fin de non-recevoir et la porte est fermée. Mais si le syndicat vient dire, écoutez, on va venir installer ça ici, on va le faire à nos frais, c'est pour nous acheter une sécurité d'esprit, une paix d'esprit. Et vous, de votre côté, ça va réduire pas tout risque, ça va grandement réduire les risques de sinistre. Si on le présente d'une manière qui, je pense, suffisamment diplomate, puis qu'on ne présente pas ça comme étant je ne vous fais pas confiance donc, mais plutôt on pense que ça peut vous aider, ça peut être bénéfique donc, c'est vraiment une question de présentation. Ça fait partie de ce que j'appelle l'aspect plus politique que juridique de la vie en copropriété. Mais c'est tout à fait une option. Puis, comme vous dites tout à l'heure, les détecteurs de fuite d'eau, de plus en plus d'assureurs les encouragent quand ce n'est pas carrément qu'ils les exigent pour les nouvelles constructions. Oui, effectivement. Maître Laflamme, dans le texte de doctrine dont on a parlé en début d'émission et que vous avez ramené sur le sujet pendant une intervention que vous avez faite tout à l'heure, d'ailleurs, le texte de doctrine s'intitule « Le vieillissement et la perte d'autonomie en copropriété divise, droits, enjeux et pistes de solutions ». On comprend que la ligne à tracer entre les droits individuels et les droits collectifs au regard des aînés est difficile. C'est difficile de la tracer, cette ligne-là. Où est-ce qu'on la trace? Prenons par exemple la question des accommodements raisonnables, qui est une réalité bien concrète de nos jours, mais en copropriété et dans d'autres domaines, vous le dites dans votre texte d'ailleurs, je le dis dans mes mots, mais ça ressemble au vôtre, qu'elle suscite une certaine controverse. En fait, ce n'est pas évident toujours. Ça ne fait pas toujours l'unanimité. Sur cette question, pourriez-vous nous résumer un jugement dans un texte de doctrine de François de Laval 4 contre Morissette? Ça a été rendu en 2006. Oui, mais je pense d'abord qu'il y a une petite introduction qui s'impose pour la raison suivante. Tout d'abord, un article de doctrine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est essentiellement une étude juridique, un texte de nature juridique sur une question donnée. Le mot doctrine dans le milieu légal n'a pas nécessairement la mauvaise connotation qu'il peut avoir dans le milieu politique ou religieux. Donc, déjà là, on va clarifier ceci. Pour ce qui est de l'affaire Morissette, ce qui était particulier dans l'affaire Morissette et un peu dommage, c'est que la Cour supérieure avait affaire à un cas assez particulier où la question qu'elle devait trancher, c'était de savoir si une personne qui était devenue handicapée au courant de sa vie de copropriétaire pouvait, par le changement de sa condition à elle, changer la vocation d'une copropriété. Essentiellement, ce qui s'était produit dans ce dossier-là, c'est que la partie défenderesse avait changé de manière unilatérale son plancher, son recouvrement de plancher pour un plancher de bois flottant, il me semble.
Le problème, c'est que les articles de la déclaration de copropriété interdisaient ces recouvrements de plancher-là, notamment pour des questions de propagation du son. Et lorsque c'était fait reprocher, c'était fait demander par le syndicat de copropriété de démanteler son plancher et de remettre ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire du tapis. La copropriétaire avait allégué que les articles étaient discriminatoires à son endroit parce qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant, étant donné qu'elle s'était fait amputer une jambe. Et donc, en fauteuil roulant sur le tapis, ce n'était pas fonctionnel, c'était difficile pour elle. Ce qu'elle disait, c'est que cette règle universelle d'application générale, qui était l'interdiction des recouvrements de plancher solides, était une règle neutre en apparence, mais que dans les faits, dans son cas à elle, ça lui causait un préjudice, étant donné sa condition personnelle, c'est-à-dire son handicap. Ce qui est un peu particulier dans cette affaire-là, c'est que ça aurait donné lieu à effectivement un jugement qui aurait fait de jurisprudence pour deux raisons. D'une part, c'est un jugement de la Cour supérieure, alors que la plupart des jugements en matière d'accommodement raisonnable sont plus souvent qu'autrement des jugements du tribunal des droits de la personne auxquels on peut attribuer plusieurs réserves et plusieurs grains de sel. Mais ce dossier-là, Morissette, malheureusement ou heureusement pour eux, s'est soldé par un règlement hors cours, il me semble. C'est un règlement hors cours? Non, pardon, excusez-moi. Ça a été rejeté pour une lacune de preuve, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait la preuve de certains éléments et donc le juge ne les a pas tranchés. Mais ce que la Cour supérieure était venue écrire est intéressant, puis je pense que ça vaut la peine de vous en lire un passage. Au paragraphe 31 et 33 de son jugement, la Cour disait que le demandeur, donc le syndicat, devait veiller à ce que les copropriétaires puissent jouir convenablement de leur partie exclusive, eu égard à la sonorisation prévue, etc. Et un petit peu plus loin, paragraphe 36, pardon, que le droit ne permet pas au conseil d'administration d'autoriser autre chose que ce qui est prévu dans la réglementation. Le conseil d'administration n'a pas de discrétion en cette matière. Les règlements et la vocation de l'immeuble tels qu'ils ont été soumis n'accordent aucune discrétion au conseil d'administration pour ce qui est des revêtements de plancher. Et ce qui est intéressant avec ce jugement-là, c'est que ça n'a pas été suivi par la suite. En ce que le juge est venu dire essentiellement ce qui me semble à moi être une évidence, c'est-à-dire que le syndicat de copropriété ne peut faire que ce à quoi il est autorisé. Il ne peut pas déroger de son cadre référentiel, de son cadre juridique et faire des choses qui iraient à l'encontre de sa constitution, qui est la déclaration de copropriété. Ouais. Et c'est ce que semblait dire le juge. Or, on a eu affaire par après à des jugements en matière d'accommodement raisonnable qui sont allés un peu à contre-courant de ce jugement-là, ou au contraire, non seulement on a déterminé que le syndicat des copropriétaires a une obligation d'accommodement, mais que cette obligation d'accommodement existe, même si ce faisant, on aurait une contravention au règlement ou à la déclaration de copropriété. Ça a même atteint un certain point où on a un jugement du tribunal des droits de la personne que personnellement je trouve complètement hallucinant, qui était dans l'affaire des condominiums Sainte-Marie, où on avait un syndicat de copropriétaires qui avait accordé une place de stationnement plus proche de l'immeuble à une copropriétaire qui souffrait elle-même d'un certain handicap. La mémoire, c'était un déficit de motricité. Et qui avait attribué l'espace de stationnement, acheté la paix, écoutez, on va vous aider, madame, il n'y a pas de problème. Et tout allait bien jusqu'à ce qu'une autre copropriétaire de l'immeuble réclame le même espace de stationnement en disant essentiellement qu'elle aussi, son handicap fait en sorte qu'elle a besoin d'être plus proche de l'immeuble et donc qu'on devrait lui donner à elle. C'est une personne avec la flamme en passant qui souffrait d'obésité morbide. Oui, c'est une histoire de triporteur, il me semble, ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas nécessairement une question d'âge, mais comme je vous dis, l'âge et le handicap étant relativement reliés, les principes s'appliquent de manière assez comparable. Ouais. Et là, le syndicat, évidemment, avait une situation où il devait un peu jongler avec les réclamations de deux personnes qui, tous les deux, se prétendaient discriminés, mais où le remède recherché par les deux était le même et qu'il ne pouvait donc l'accorder qu'une seule fois à des personnes qui les réclamaient toutes les deux. Ouais. Et ce qui est arrivé dans ce jugement-là, je n'en reviens toujours pas, le tribunal des droits de la personne est venu conclure que le syndicat ne pouvait pas s'en laver les mains et décider de ne pas s'en mêler. Le syndicat aurait dû attribuer l'espace à la dame, la plaignante, parce qu'elle était plus handicapée que celle à laquelle elle lui avait déjà accordé. Et donc, un peu que le syndicat aurait dû être un peu l'arbitre, ou c'est carrément l'arbitre ou le décideur entre les réclamations et les accommodements des deux parties. Ouais. Et je vous soumets ça comme ça, mais personnellement, moi, en tant qu'avocat, c'est déjà des questions compliquées à jongler.
Pour le commun des mortels, c'est la chirurgie cardiaque. C'est complètement au-delà, je pense, des connaissances de ce qu'on peut s'attendre qu'un administrateur de copropriété connaisse, soit capable de gérer. Des réclamations contradictoires probablement raisonnables pour un même espace. J'aurais certainement pas aimé être dans les souliers des administrateurs de cette copropriété-là. Maître Laflamme, en fait, je m'excuse de vous interrompre, c'est qu'en fait, on parle d'accommodement raisonnable ici pour le dossier dont on parle, ça concernait des personnes qui n'étaient pas aînées, mais il peut y avoir aussi des accommodements raisonnables faits aux aînés. Et là, on entre aussi dans toute la question de la discrimination fondée sur l'âge. Et j'aimerais entendre Rebecca là-dessus. Puis après, je reviens à vous, Maître Laflamme. Rebecca, avez-vous déjà été témoin ou avez-vous déjà dû gérer une plainte de la part exprimée par un aîné dans une copropriété pour discrimination fondée sur l'âge au tribunal des droits de la personne, au tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse, par exemple, à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse? Dans mon cas à moi, je n'ai pas eu encore à vivre cette situation-là au niveau de la discrimination des aînés. Okay. Et est-ce que dans vos copropriétés, vous considérez que les relations entre les aînés et ceux qui ne le sont pas sont relativement bonnes, généralement parlant? Ça dépend. Ça dépend des relations qu'ils ont aussi. Des fois, on dirait que les gens, lorsque ça fait longtemps qu'ils sont dans le syndicat, qu'ils habitent une bâtisse, puis il va y avoir des nouveaux copropriétaires, on dirait qu'ils vont soit vouloir vraiment s'impliquer ou d'autres fois aucunement s'impliquer. Et on dirait qu'il va y avoir même une réputation aussi des fois au sein de la bâtisse. Celui-là, il est plus comme ça, il est plus comme ça. Puis oui, souvent, on va le ramasser. Excusez-moi le terme, on va dire vieux chialeux, tu sais, c'est pas correct de dire ça, mais effectivement, c'est des choses que il est grincheux. Tu sais, c'est oui, effectivement, on le remarque que les gens vont attribuer des qualificatifs exactement aux gens qui sont plus âgés. Ou genre des remarques du genre bon, il y a des endroits pour ces gens-là, là, c'est pas ici, c'est ailleurs. Ça arrive aussi, vous entendez ça? Faites particulièrement attention à ces mots-là. Oui, c'est ça. Histoire, Mme Fallon n'a pas eu l'occasion le plaisir de passer d'avoir un dossier devant le tribunal des droits de la personne, mais j'en ai eu un et c'est un dossier qui est traité dans mon article. Et justement, il y a une dame qui avait fait l'erreur de dire à la personne handicapée, à la sœur de la personne handicapée en question, et l'erreur de le répéter devant la cour, qu'il y avait des endroits pour les gens comme ça. Et ça, malheureusement, pour autant qu'à première vue, ça peut être une déclaration qui est véritable, c'est aussi une déclaration qui est hautement discriminatoire et contraire à l'esprit de la charte. Ça peut devenir une déclaration de guerre, là. C'est plus qu'une déclaration de guerre. C'est à la limite d'être illégal de dire quelque chose. Non, c'est sûr. On le veuille ou pas, là, mais c'est pour vous dire à quel point le législateur accorde une importance au droit à la pleine jouissance des droits civils en toute égalité, peu importe votre âge ou votre condition. Les auditeurs nous demandent, on a parlé tout à l'heure de système de détection des dégâts d'eau. Ils demandaient où s'adresser pour trouver ça. Je ne nommerai pas de compagnie, mais si vous allez sur Internet et vous tapez sur Google système de détection de fuite d'eau ou de dégâts d'eau, vous allez trouver une panoplie d'entreprises qui offrent des forfaits et même des installations dans toutes les unités pour un forfait, un prix forfaitaire, un prix intéressant. Et de mémoire, pour avoir traité ce dossier-là dans le magazine Condo Liaison, je me souviens que le prix variait entre 900 et 1500 $. Est-ce que je me trompe, Rebecca? Est-ce que ça ressemble à ça par porte? Ça ressemble à ça. On a trouvé une compagnie dont je pourrais peut-être vous envoyer le lien. Donc, c'est vraiment une entreprise. Tout est fait ici au Canada et leurs prix sont encore plus agressifs. Mais effectivement, là, lorsque vient le temps de fouiller, on peut trouver des prix un petit peu plus compétitifs, mais vous êtes pas mal dedans, effectivement. Il y a une auditrice, Rebecca, qui nous a dit qu'en installant, si j'ai bien compris, des systèmes de détection de dégâts d'eau dans toutes les unités de sa copropriété, elle a obtenu une réduction de prime de 20 %. Est-ce que c'est réaliste? C'est vrai? Ça se peut? C'est très possible, surtout en plus s'ils avaient un beau dossier. Un beau dossier, on appelle ça des gens qui n'ont pas de réclamation, exemple, dans les 3 à 5, 6 dernières années. Effectivement, l'assureur peut être plus clément à venir donner des rabais, si on peut dire ça. Là, oui. Rebecca, sans vouloir faire de publicité pour les gestionnaires de copropriété, parce que ce n'est pas le but de l'émission, mais je pense que plusieurs administrateurs sont bénévoles en copropriété. La grande majorité
fait ce qu'on appelle de l'autogestion. Ils sont Exact. bénévoles, ils gèrent, ils administrent la copropriété sans aide externe. Et quand ils doivent faire face à la réalité des aînés, ils peuvent se retrouver surchargés de travail. Et là, on n'est pas en train d'accuser les aînés, ce n'est pas le cas du tout. Au contraire, j'adore les aînés, soit dit en passant, j'aime les aînés. J'ai une affection particulière pour ces gens-là depuis toujours. Mais est-ce que l'aide externe d'un gestionnaire de copropriété compétent peut faire une différence, Rebecca? Dans notre cas, oui, surtout pour la neutralité. Nous, chaque copropriétaire est un copropriétaire. Donc, oui, on travaille beaucoup avec le conseil d'administration. Cependant, nous, on n'a pas de parti pris. Donc, c'est vraiment ce qui peut faire une différence, surtout dans des syndicats aussi, des fois, de copropriété où on va voir que les administrateurs sont les mêmes depuis longtemps et c'est très prenant. Ils n'ont pas de relève. Donc, ils sont là un peu par intérim parce qu'ils n'ont quasiment pas le choix. Ça reste que c'est leur domicile. Ils veulent s'impliquer, ils ne voudraient plus s'impliquer, mais ça reste qu'ils veulent avoir un peu la main mise sur ce qui se passe. Donc, oui, effectivement, là. Effectivement, donc c'est le cas. Là. Oui. Maître Laflamme, Oui. Dans votre texte de doctrine, on y revient parce que c'est quand même un texte très intéressant, c'est quand même fouillé, c'est documenté. Vous dites notamment ce qui suit. Le syndicat, je rappelle qu'il a été coécrit par Maître Maxime Laflamme-Leblond et Carl Michel, son collègue avocat. Le syndicat ne devrait pas avoir à prendre en charge une personne qui n'est plus apte à demeurer dans une copropriété, mais il ne devrait pas non plus se montrer inflexible à son égard. L'immeuble devrait pouvoir être accessible au plus grand nombre sans pour autant le dénaturer ou le transformer entièrement. Les copropriétaires devraient être conciliants avec ceux qui s'acquittent plus difficilement de leurs obligations en raison de handicap, par exemple, bien qu'un syndicat ne doive pas faire en sorte que certains copropriétaires deviennent plus égaux que d'autres. Plus concrètement, quelle conclusion faut-il tirer de cet énoncé, Maître Laflamme? On a la question à 1 000 $ pour ce soir. Je vous dirais que la leçon à se souvenir, c'est que le syndicat de copropriété doit trouver le juste milieu entre assurer la défense des intérêts collectifs et respecter les droits individuels de l'individu qui lui-même baigne dans une collectivité. Oui. Quand on parle d'accommodements toujours qui sont raisonnables. Et donc, les accommodements qui sont par nature raisonnables devraient être accordés, étant donné qu'effectivement, ils ne sont pas déraisonnables. Un accommodement déraisonnable, ce serait un accommodement qui impose une contrainte excessive. Et la contrainte excessive, sans entrer dans les détails, ça peut prendre une panoplie de formes, ça peut prendre une forme monétaire, mais ça peut aussi prendre une forme plus, pas dire morale, mais plus juridique. Si l'accommodement qui est demandé aurait pour effet de dénaturer complètement la copropriété, son fonctionnement ou une partie commune ou l'immeuble, c'est le genre de choses auxquelles le syndicat doit être sensible, c'est-à-dire qu'il n'est obligé d'accommoder que dans la mesure où l'accommodement demandé est raisonnable. Et s'il se met à accommoder sans garder en tête la nature de la copropriété, ses particularités, il faut qu'il prenne garde de ne pas dénaturer justement l'immeuble que les gens ont acheté. Parce que, comme un de mes clients me disait de manière assez sèche dans un autre dossier, il n'a pas acheté dans une résidence pour personnes âgées, il a acheté dans un immeuble en copropriété du centre-ville. Par contre, ce n'est pas parce qu'il n'a pas acheté dans une résidence des personnes âgées qu'il ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait des personnes âgées dans son immeuble et qu'il ne doit pas lui-même être prêt à faire des concessions pour s'assurer que ces personnes-là puissent continuer d'y vivre aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Maître Laflamme, il y a des solutions, parce que là, on a parlé de la problématique, de cette délicate question, mais il y a des solutions également dans votre texte, des solutions qui passent notamment par la famille. Oui. La famille, je vous dirais que ça rejoint assez bien mon point de tout à l'heure. Il n'y a pas de problème inhérent au fait d'avoir des aînés en copropriété. Le problème, c'est l'isolation et la solitude. Oui. Un aîné qui est entouré de famille et d'amis posera rarement de problème, et s'il pose problème une fois, ce sera terminé. La famille et les amis, je pense là que ça devient important de s'assurer qu'il y a des liens qui soient créés, des liens qui soient maintenus. Parce qu'on voit souvent avec l'âge que les gens deviennent un peu plus méfiants et un peu plus craintifs. Oui. Et surtout à l'égard des voisins, parce que c'est un des paradoxes de la copropriété. On vit tous ensemble, tout seul, très souvent. Oui. Dans les plus grosses copropriétés particulièrement, on ne se connaît pas tous nécessairement. Il y a du roulement sans trop qu'on soit au courant. Des unités que c'est des locataires qui peuvent changer à l'année, des unités que c'est des propriétaires qui sont absents ou qui
peuvent changer du jour au lendemain. C'est un peu le paradoxe de la copropriété. Et quand on fait affaire à une clientèle plus vieillissante, on réalise souvent qu'il y a une certaine crainte, une méfiance envers les voisins qui s'installent. Et c'est là que c'est important d'avoir un soutien familial parce que ça te permet d'avoir un intermédiaire ou une personne pour un peu servir d'interface entre la personne aînée et la collectivité des copropriétaires qu'il ne connaît pas, peut-être pas nécessairement. Par exemple, et je le vois dans un bloc appartement, donc dans un bloc à condo, je n'ai pas de raison que ce soit différent. Si je m'en vais cogner à la porte de quelqu'un dans mon bloc qui est peut-être plus âgé, peut-être plus seul, elle connaît par exemple ma conjointe, mais moi, si je vais cogner, on ne me répondra jamais. Là. Même si je suis un administrateur, puis ça se peut que la personne n'ait pas été à la dernière assemblée, ne sache pas quel est le visage de Maxime Laflamme, c'est qui cette personne-là. Peut-être qu'elle va juste regarder par l'œil de bœuf puis ne pas ouvrir. Et c'est là que ça devient un peu difficile. Tandis que si on a une personne comme intermédiaire avec qui on peut parler, qui, elle, a un lien de confiance préétabli avec la personne aînée, on facilite grandement les relations. Les difficultés apparaissent vraiment quand on n'a pas ce lien humain ou inversement, quand le lien existe, mais qu'il n'est pas à la connaissance du syndicat. Parce qu'il y a beaucoup d'aînés qui ont de la famille, qui ont des amis, mais que le syndicat ne connaît pas ou n'a pas de moyen de contacter. Et c'est là qu'une des solutions, des pistes de solutions qu'on proposait dans notre texte, c'est que le syndicat des copropriétaires, qui réalise que certaines personnes qui ont soit certaines difficultés, certaines pertes d'habitude, justement, qui sont en vieillissement au sein de leur collectivité des copropriétaires, qu'ils les approchent et qu'ils leur demandent au moins un contact d'urgence, un contact si jamais quelque chose ne va pas bien, qu'on a besoin, si vous avez besoin d'aide, qu'on a quelque chose à traiter, avoir une personne ressource. Évidemment, on ne peut pas l'exiger. La loi ne nous permet pas de l'exiger, mais je pense qu'il est important de saisir la balle au bon et le gros bon sens au bon pour faire comprendre à une personne qui peut-être pas nécessairement encore en bas du précipice, mais qui s'en approche, de dire qu'on ne fait pas ça parce qu'on ne fait pas confiance, on ne fait pas ça parce qu'on veut s'ingérer dans ta vie privée, on fait ça pour pouvoir t'aider s'il faut. Ouais. Rebecca, oui, excusez-moi, M. Laflamme, allez-y. Non, allez-y. Rebecca, est-ce que vous pouvez compter sur les proches des aînés dans vos copropriétés? Est-ce que c'est souvent le cas? Et est-ce que, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que les administrateurs de copropriété ne devraient pas hésiter à chercher à contacter la famille, même s'ils ne les connaissent pas, chercher à les connaître, savoir qui sont les proches et les appeler au besoin? Nous, on trouve que c'est très, très important d'avoir une personne ressource, une personne à contacter, comme vous dites, en cas d'urgence. C'est d'ailleurs que nous, quelque chose qu'on demande lorsqu'on rentre en gestion avec tous nos copropriétaires. Donc, premièrement, le contact à rejoindre s'il y a quoi que ce soit, c'est fortement recommandé. On le donne aussi au syndicat de copropriété parce que si jamais il arrive quelque chose, eux aussi, ils ont cette information-là. Et c'est vraiment quelque chose qu'on trouve important de pousser, surtout sur des gens qui vont être un petit peu plus âgés. C'est très important. Oui. Et est-ce que M. Laflamme, vous pourriez y répondre après, dans une déclaration de copropriété, est-ce que cet élément est inclus? Je parle des accommodements raisonnables ou c'est quelque chose qu'on intègre dans le règlement de l'immeuble, M. Laflamme? Un accommodement raisonnable, c'est quelque chose qui existe de plein droit. Il n'a pas à être prévu par écrit dans la déclaration de copropriété ou dans le règlement de l'immeuble. C'est essentiellement, le mécanisme d'accommodement raisonnable, c'est le mécanisme qui permet d'assouplir une règle ou d'assouplir une situation. Donc, la déclaration de copropriété va peut-être dire blanc à un article X, mais l'accommodement raisonnable qui découle de la charte, qui est un droit, va faire en sorte de plier ou de contourner l'article pour qu'à la place, ils disent noir ou gris, ou peu importe, dans le cadre d'un copropriétaire donné. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve par écrit dans la déclaration, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un notaire quelque part à un certain moment qui ne pourrait pas décider de codifier le principe, mais ce n'est pas quelque chose qui est essentiel dans la mesure où ça existe de plein droit en vertu de la charte, en vertu de la jurisprudence, que ce soit écrit ou non dans la déclaration de copropriété. Rebecca, les mécompréhensions apparaissent parce que souvent, les gens lisent la déclaration de copropriété et disent, ben voyons, non, je ne peux pas faire ça, c'est pas écrit dans la déclaration. Ça doit faire comprendre que ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la déclaration que ça existe. Alors, tout ce qui n'est pas dans la déclaration, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la déclaration qu'il ne faut pas respecter la règle. Rebecca, puis ensuite, je reviens à vous, M. Laflamme. Dans votre texte de doctrine, M. Laflamme, vous parlez aussi de relocalisation à certains égards. La réponse la plus évidente aux difficultés subies par un copropriétaire vieillissant et d'un point de vue objectif, évidemment, de se relocaliser dans un immeuble mieux adapté à ses besoins changeants, qu'il s'agisse d'un immeuble avec service, d'une résidence ou d'un centre d'hébergement de soins de longue durée. Rebecca, est-ce que vous avez vécu cette réalité en tant que gestionnaire?
On a déjà vécu ça une fois dans mon côté avec un copropriétaire qu'effectivement, on a eu une grande collaboration de la famille. Tranquillement, ça a été un long processus qui a pris environ, je vous dirais, plusieurs mois, relativement Ouais. une année. Et tranquillement, expliquer à la personne pourquoi ça aurait été mieux qu'elle déménage dans un bâtiment plus adapté pour ses besoins. Donc, on appelle ça un travail un peu de longue haleine, d'expliquer ça. C'est toujours apprendre un peu Ouais, avec des pincettes, comme on dit, là. Oui, oui, Exactement. parce qu'il n'y a rien d'évident là-dedans, puis il faut Non, être délicat, puis il faut faire preuve d'un humanisme, évidemment. exactement. Maître Laflamme, là-dessus, sur la relocalisation. Ben, la relocalisation, j'ai écrit dans le texte que c'était la solution la plus évidente parce que, comment dire, toute chose étant égale par elle-même, si votre milieu de vie ne vous convient pas, la solution logique, c'est de le changer. Le Ouais. problème, c'est que c'est faire abstraction de tous les autres facteurs. Si vous pouvez effectivement quitter votre milieu de vie pour un milieu qui est mieux adapté, c'est une solution qui est et qui devrait être envisagée. Mais la réalité de beaucoup d'aînés, c'est que ce n'est pas nécessairement une solution. Ne serait-ce parce qu'un endroit, par exemple les CHSLD, il y a des files d'attente, il n'y a pas nécessairement énormément de place. Les résidences privées, ça coûte un montant d'argent qui est parfois supérieur à ce que ça leur coûte d'être copropriétaires où ils le sont. Et ultimement, je pense qu'il faut se rappeler que ce n'est pas parce que quelque chose serait souhaitable qu'on peut contraindre la personne à le faire. Et la personne qui est bien chez elle, elle a le droit d'être bien chez elle, même si elle est peut-être plus apte à rester chez elle. On ne peut pas la forcer à déménager. Et si elle veut y rester jusqu'à sa mort, à la limite, elle a tout à fait le droit de le faire. Donc, c'est pour ça que la relocalisation, c'est la solution la plus facile et la plus simple, mais ce n'est pas juste une solution simple, c'est aussi une situation qui est peut-être un peu simpliste parce qu'elle fait abstraction de plein d'éléments qui peuvent être propres à la personne tout autant que son handicap ou son âge, comme ses moyens, ses revenus, la disponibilité dans le marché, les files d'attente, et carrément, comment est-ce qu'elle décide de vivre sa vie et de la mener. Et ultimement, malgré qu'on peut le suggérer à une personne, en aucun temps, on pourrait même penser de le forcer à le faire. Ouais. Rebecca, et ensuite, je reviens à mettre la flamme sur l'autre point de votre texte de doctrine, l'ouverture de régime de protection aux majeurs. Là, on parle du conseiller au majeur, de la tutelle ou de la curatelle publique. Rebecca, malheureusement, est-ce que c'est arrivé également, ce genre de situation pour vous? Dans mes syndicats, moi, j'ai eu une relocalisation, j'ai eu certains problématiques à gérer avec les personnes âgées, mais au niveau de ce que vous avez mentionné, moi, j'en ai pas vécu pour l'instant. Bon, OK. Maître Laflamme, à propos de la curatelle Ouais. et de tout En ça. fait, ce qui est intéressant de noter là-dessus, c'est que c'est du droit. Je ne dirais pas que c'est du droit nouveau, mais c'est une proposition qui, à ma connaissance, on est venu à faire un texte. Et ça ne m'étonne pas que Mme Fallon n'ait pas eu l'occasion de le faire, parce qu'à ma connaissance, je n'ai pas connaissance que personne en copropriété, ou du moins dans ma clientèle, ne l'ait jamais fait. Mais c'est qu'il existe des régimes de protection, comme vous le dites, qui sont, entre autres, le conseiller au majeur, la tutelle au majeur et la curatelle au majeur, qui sont essentiellement 3 degrés d'intervention d'un tiers dans les affaires d'une personne. Le conseiller au majeur, c'est... Ça peut t'expliquer aux gens qu'est-ce qu'un conseiller au majeur? Conseiller au majeur, c'est une personne qui est mandatée ou qui a la responsabilité d'assister une personne qui est autrement apte dans la gestion de ses affaires. Ce que le Code civil prévoit, c'est que le conseiller au majeur est nommé quand le majeur en question, la personne, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et administrer ses biens, a besoin pour certains actes ou temporairement d'être assisté au conseiller dans l'administration de ses biens. Le conseiller au majeur, essentiellement, c'est un espèce de parrainage. Ce n'est pas quelqu'un qui prend contrôle des affaires d'une personne inapte, c'est plus une assistance. Puis je vous dirais que dans les faits, le rôle de conseiller au majeur est souvent occupé de facto par la famille et les amis, et ainsi de suite. Ouais. On a ensuite 2 degrés supplémentaires qui sont la tutelle au majeur et la curatelle au majeur. La tutelle, c'est quand il y a des aspects de la gestion de la vie privée de la personne, de la gestion de son patrimoine, qui sont confiés à un tuteur, qui peut être nommé dans, par exemple, le mandat de protection, pas dans un testament évidemment, mais par la cour, ou ainsi de suite, ou qui peut même être nommé conventionnellement. La tutelle, essentiellement, c'est que là où le conseiller au majeur se tient par-dessus ton épaule et suggère à la personne ou avise la personne dans comment exercer ses droits, la tutelle, c'est qu'elle le tient par la main. Elle l'aide dans certains actes pour certains aspects de sa vie qui sont très définis. Finalement, la curatelle, c'est la tutelle totale. Ouais. Là, il y a eu une coupure de Maître Laflamme. La curatelle, c'est quand on a une personne qui... Ouais. M'avez-vous perdu? Oui, il y a eu une petite coupure. Vous avez figé quelques instants. C'est pas vous qui avez figé, mais c'est le Ah, je m'excuse. Mais je disais donc que
Oui, Oui, allez-y, puis je vais vous poser une question complémentaire. parfait. Comme je disais, la tutelle, c'est un peu tenir par la main la personne majeure pour l'aider dans certains actes, certains aspects de sa Ouais, vie. ouais. La curatelle, c'est vraiment de la prendre par les deux mains et de la guider en entier. C'est être Ben, responsable de toutes ces choses. C'est vraiment Maître la plus Laflamme, drastique des mesures de protection. mais à partir de quel moment et comment on s'y prend pour faire appel à la curatelle, à une personne au majeur? En fait, Comment c'est aide quand ça même? qui est particulier en copropriété, c'est que ce n'est pas quelque chose que, à ma connaissance, a déjà été fait, mais c'est quelque chose qui, en théorie, pourrait être fait. Parce que généralement, les régimes de protection sont, souvent qu'autrement, l'ouverture est demandée par soit quelqu'un qui a un mandat de protection en faveur d'une personne ou un membre de la famille, par exemple. Par contre, quand on lit l'article 269 du Code civil du Québec, il est écrit que toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier ou tout autre intéressé peut demander l'ouverture d'un régime de protection, que ce soit un conseiller au majeur, une tutelle ou même une curatelle. Et ce qu'on se demandait, ce qu'on se posait comme question, c'est est-ce qu'un syndicat de copropriété est une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier ou une personne intéressée au sens de la loi? Et on avait tendance à répondre que oui, dans la mesure où la condition du majeur a un impact sur sa relation avec la collectivité des copropriétaires et avec le syndicat. Il y a un impact sur sa relation financière, par exemple, s'il ne paye pas ses frais de condo parce qu'il les oublie, puis qu'il ne comprend pas c'est quoi, sur l'assurabilité de l'immeuble s'il y a des sinistres, par exemple le cas du rond de poêle ou du bain ou de l'évier oublié, et ainsi de suite. Et on se disait que dans un cas extrême ou d'une personne qui est absolument en isolement et qui n'a pas on n'a pas le soutien ou le support externe qu'on a besoin pour permettre à cette personne de rester un copropriétaire actif ou du moins en règle de la copropriété, on se questionnait à savoir si un syndicat de copropriétaires ne pouvait pas faire une demande d'ouverture de régime de protection en vertu de la loi. Et on a tendance à vouloir répondre que probablement que oui. Et le cas échéant, ça se fait par une requête présentable devant les instances civiles, c'est sûr que c'est fait, mais c'est un mécanisme juridique qui existe. Et non seulement c'est un mécanisme juridique qui existe, euh, comme je disais au début de notre rencontre, c'est peut-être le seul mécanisme juridique qui existe pour aider les syndicats de copropriété à gérer les situations plus complexes qui découlent du statut d'aîné d'une personne, étant donné que la loi ne leur confère pas grand autre levier. Et encore là, ce levier-là, ce n'est pas un levier qui est explicitement conféré aux syndicats, c'est un levier qui existe ailleurs dans le Code civil et qu'on pourrait peut-être exercer en tant que syndicat. Ouais. Ah, vous parliez des frais de condo, Maître Laflamme, je relance la balle à Rebecca Falla. Est-ce que, parce qu'évidemment, le gestionnaire de copropriété, parmi ses tâches dévolues par les administrateurs, souvent, c'est de percevoir les frais de condo des mauvais payeurs. Évidemment, les copropriétaires, il y a de très bons payeurs, mais malheureusement, il y a toujours des mauvais payeurs dans une copropriété qui tardent à payer. Lorsqu'il faut demander à un aîné de payer ses frais de condo, là, il y a une approche à préconiser aussi. On ne peut pas agir de la même manière qu'on le ferait avec une personne d'une autre catégorie d'âge. Mais là, je suis peut-être en train de faire de la discrimination en disant qu'on les traite différemment, mais je pense que humainement, il faut quand même être plus délicat, non? C'est sûr, surtout des fois, ça peut arriver que, exemple, à la comptabilité, ils vont remarquer que les frais de condo de cette personne-là ont toujours été payés, ils ne le sont pas. Donc, ça, c'est pas dans les habitudes. Surtout, des fois, ça va être des bâtisses que le conseil d'administration va même nous le dire, là, c'est pas dans ses habitudes. Même nous, c'est étrange. Donc, ce qu'on peut faire, c'est appeler la personne et voir un peu ce qui se passe. Et à ce moment-là, il y a un suivi qui va être un petit peu plus accru, mais des gens comme ça, c'est sûr qu'il faut, comme vous disiez un petit peu plus tôt, peut-être des fois les tenir un petit peu plus par la main. C'est toujours des situations là, qui vont être délicates. Alors, il faut peut-être aussi s'adresser aux membres de la famille ou Effectivement, directement. aussi. Alors, 19h58, c'est le temps qu'on avait. Très intéressant comme sujet. On aurait pu élaborer encore davantage. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Rebecca Falla, gestionnaire de copropriété. Merci d'avoir été là avec nous ce soir, Rebecca. Merci, François. Maître Maxime Laflamme-Leblond, avocat, merci d'avoir été là. Il y a un auditeur qui a émis un commentaire, mais j'aimerais comprendre, je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Il dit toute une qualité d'intervention, pas une fois le mot commençant par un N comme Normand n'a été prononcé. J'aimerais juste comprendre, je ne saisis pas. En tout cas, je pense que c'est une référence au fait de l'actualité, mais je me garderai de commentaires à ce sujet-là non plus. OK. Bon, ben alors, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci aux auditeurs d'avoir été présents également.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine en direct sur la page Facebook de condolégal.com pour une autre web radio, toujours présentée le mercredi à 19h. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.